Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leur dernier moment juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Salut à toi, grand voyageur ou futur grand voyageur. Alors je t'ai demandé récemment sur le compte Insta de Fille Expat si tu souscris à une assurance voyage lorsque tu pars pour une durée supérieure à ce que ta carte bancaire va te couvrir. Et sans réelle surprise, 55% d'entre vous m'ont répondu que non, vous aimiez prendre des risques. Bon alors franchement moi perso je l'ai fait aussi pendant des années, donc je te comprends, on se dit pourquoi je vais payer pour des assurances dont je ne vais jamais me servir. Et bien maintenant que j'ai 35 ans et que j'ai rencontré beaucoup de voyageurs, je peux t'assurer que pour moi maintenant il est impensable de partir sans une assurance. Et juste pour te donner un petit exemple, j'ai moi un ami américain qui partait pendant quelques mois en Europe. Et justement, je lui ai parlé de souscrire à une assurance voyage, il était en mode « de quoi tu me parles ?» Et au final, il a quand même souscrit à une assurance et au final, il s'est retrouvé 2 semaines à l'hôpital. Donc quand il est revenu, je ne sais pas le nombre de fois où il m'a remercié d'avoir eu cette conversation avec lui en fait, parce que du coup, la facture aurait été très élevée. Et comme il me l'a dit, s'il était à l'hôpital, c'est parce que les choses allaient mal et il était bien content de ne pas avoir à paniquer sur combien allait lui coûter la facture. Donc voilà. En gros, Tiff m'a récemment parlé de l'assurance ACS, donc je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et je t'avoue que j'ai moi-même regardé parce que je pars pendant quelques mois aux États-Unis. Et donc, pour moi, il est hors de question que je parte sans une assurance, surtout dans un pays comme l'Amérique. Donc voilà, je voulais juste te laisser un petit message pour te dire que lorsque tu pars de voyage, renseigne-toi bien, ça doit vraiment faire partie de ta to-do list de checker. Surtout que certains pays maintenant obligent depuis Covid à avoir une assurance voyage. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce qu'ils proposent parce que c'est super simple, tout se fait en ligne, vous pouvez faire un devis qui vous engage à rien, qui peut vous donner une idée du coût et qui s'adapte du coup à vos besoins, au pays de destination, etc. C'est super simple, c'est super rapide, donc je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil pendant la préparation de votre voyage. Allez, maintenant je vais laisser place à mon invité. Bonjour les auditrices, alors aujourd'hui j'ai la chance de passer un moment avec une fille qui a accompli un tas de choses et je suis vraiment très heureuse qu'elle est d'accord de partager avec nous ses expériences. Donc est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices en nous disant ton prénom, ton âge et où est-ce que tu te trouves en ce moment? Alors bonjour à toutes, mais tout d'abord merci pour ton invitation Kelly, ça me fait très plaisir. Alors moi c'est Mélanie. J'ai 32 ans et actuellement, j'ai bientôt 32 ans et je vis actuellement à Londres. Super. Ça fait combien de temps exactement que tu es à Londres? Alors j'ai décidé de m'expatrier en janvier 2020 de cette année donc. Donc on pourrait dire que ça fait 8 mois, mais avec le Covid, ça en fait que 4 ou 5. Ouais, du coup, nos expériences bien rentrée en chamboulées. France pour me confiner. Super. Alors, Mélanie et moi, on a eu un peu de chance de parler avant de faire ce podcast. Donc aujourd'hui, on est d'accord que tu vas pas forcément nous parler de ton expatriation à Londres, mais tu vas surtout partager avec nous comment tu t'es préparée à faire ton premier voyage en solo. Tout à fait. Donc, du coup, est-ce que tu peux informer nos auditrices en quelle année tu as décidé de partir pour ton premier solo? Alors l'année où j'ai décidé tout ça, ça devait être en 2016, parce que je suis partie ensuite en novembre 2017. Donc voilà, il m'a fallu un peu de temps de préparation, de grosses préparations avant d'oser me lancer finalement. D'accord. Donc je suis partie en 2017, 8 mois en Amérique latine. Super. Donc on va faire un petit retour en arrière. Alors, peux-tu nous dire où tu te trouvais à ce moment lorsque tu as pris cette décision? Oui, tout à fait. Alors j'étais cadre géologue, j'habitais à Paris. J'avais une situation très bien, très posée, un bon salaire, un bon cadre de vie. Et puis finalement,
il me manquait quelque chose. Il y avait un vide, il y avait un creux au fond de moi. Et j'ai commencé à regarder des blogs voyage. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas moi finalement, quoi? Pourquoi je partirais pas? J'avais déjà un peu voyagé avec des amis, j'appréciais beaucoup. Et à chaque fois que je rentrais en France, je me disais, mais quand est-ce que je repars? Où est-ce que je vais? C'était vraiment quelque chose. Et du coup, de voir tous ces blogs, toutes ces filles qui partaient en solo, ça m'a inspirée. Et j'y passais de plus en plus de temps. Et puis au bout d'un moment, c'est devenu une évidence, en fait. Donc, quand tu as commencé à réfléchir à tout ça, ça faisait combien de temps exactement que tu travaillais pour ton entreprise? Alors moi, du coup, j'ai commencé à travailler en 2012. Donc j'avais 3 ans d'expérience pour cette entreprise. Je bossais pour Total. Euh, donc ouais, j'étais, on va dire, vraiment dans la vie active. J'avais mon appartement, je pensais acheter. Bah ouais, j'avais ma petite vie, quoi. Et ton petit CDI, j'imagine? Voilà, exactement. Le CDI, la routine, le métro boulot dodo, les copains qui vont bien, les soirées, les musées. Je suis une fan de musées. Enfin, vraiment, moi, plus Paris, même encore aujourd'hui, c'est le cas. C'est une ville que j'adore. Je pense que je suis devenue une vraie Parisienne. J'adore cette ville et j'avais une vie bien rangée. Je me sentais assez épanouie dans ma vie, en tout cas en dehors du travail, parce que le travail, il n'y avait pas de sens, c'était pas intellectuellement parlant, c'était pas vraiment stimulant. Donc on va dire que je restais, si j'étais honnête avec moi-même, je restais pour la paix et pour l'ambiance avec mes collègues qui était agréable. Donc voilà, je pense que ce vide venait d'un manque de sens finalement, quoi. De se dire, mais la vie, c'est pas ça, quoi. Et est-ce que tu avais un copain à l'époque ou tu étais seule? Non, j'étais célibataire. D'accord. Et est-ce que tu es originaire de Paris ou tu es originaire d'autre part? Je suis originaire du Mans. Donc j'ai vécu au Mans jusqu'à mes 20 ans. Après, je suis partie faire mes études à Montpellier pendant 2 ans et après, je suis arrivée sur Paris pour le travail. Voilà, vu que je travaillais dans une société pétrolière, ben voilà, c'était Paris ou Paris. D'accord. Donc du coup, toi, oui, tu étais déjà à l'époque éloignée de ta famille? Oui, quand j'ai fait mes études à Montpellier, bah, je suis partie de la maison, j'avais quand même 22 ou 23 ans, quoi. Donc, j'ai quand même bien profité du confort familial. Par exemple, je me serais pas vue partir à 18 ans, quoi. J'étais pas prête. Bah, d'ailleurs, ni moi ni ma maman à l'époque, on n'était pas prêtes, quoi. Mais 23 ans, il était temps. Donc voilà, j'avais déjà vécu cet éloignement familial et le fait de revenir que pendant les vacances scolaires, parce que entre Le Mans et Montpellier, en un week-end, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est sûr. Non, parce que du coup, oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un peu cette peur de l'éloignement familial, mais du coup, ouais, toi, t'étais déjà habituée à avoir une distance. Ouais, on va dire ça, ouais. Puis, même si avec ma maman, on est très, très fusionnels, ça a été dur au début pour toutes les deux, hein, ce qui est normal, hein. Puis, bah, après, on s'habitue. Au final, on commence à faire notre vie sans l'autre. Et voilà, quoi. Puis bon, aujourd'hui, avec tous nos moyens de communication, on n'est pas vraiment à plaindre, quoi. C'est clair, c'est clair. Là, moi, je l'ai bien vu durant la période Covid, le nombre d'apéros virtuels avec mes amis français, c'était impressionnant parce qu'au final, je leur ai jamais autant parlé, alors que ça fait 9 ans que je suis partie. On n'aura jamais autant parlé en virtuel, quoi. C'est incroyable. Je me suis fait la même réflexion avec mes amis pendant le Covid. On ne parlait pas autant pendant mes voyages, quoi. On s'est retrouvés finalement, ça nous a permis de nous retrouver un peu, quoi. C'est clair. Et du coup, tu disais que tu étais prête à acheter à l'époque. Donc, j'imagine que tu avais financièrement un peu d'argent de côté avant ton départ. Oui, tout à fait. Ouais, je suis plutôt du genre économe. Donc, j'avais déjà un budget à côté. Un budget, en fait, finalement, que j'ai pas vraiment touché, en fait, parce que quand je me suis dit je vais acheter, je me suis dit je vais d'abord augmenter mes revenus, en fait, et diminuer mes dépenses. Donc, je suis partie sur... j'ai donné des cours particuliers, je sous-louais ma cave et mon garage, je vendais des choses, etc. Et en fait, au fur et à mesure, avec le temps, finalement, le projet n'est plus devenu tu économises pour acheter, mais tu économises pour voyager. Génial. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, pour l'aspect financier, c'est que mon entreprise, moi j'étais consultante à ce moment-là, donc je travaillais pas directement pour Total. Mon entreprise a commencé à faire des plans de licenciement. Je savais qu'un jour je ferais partie de la charrette, comme on dit, que je serais également licenciée et qu'avec ça, il y aurait une prime.
Donc, c'est-à-dire que pendant quasiment 1 an et demi, j'ai pris très, très peu de vacances parce que je savais qu'à la fin, ça me serait payé. Et donc, voilà, je suis partie avec 1 mois de salaire et peut-être, en gros, avec les congés, j'ai peut-être dû partir avec 2-3 mois de salaire, quoi. Donc, Ah oui, ça fait plaisir, quoi. ouais, ça c'était malin de ta part en tout cas. Et d'attendre, en plus, j'ai vraiment attendu. J'ai eu la chance d'être toujours, entre guillemets, employée par Total et je suis quasiment restée jusqu'à la fermeture définitive de mon entreprise. Donc voilà, c'est ce qui a permis d'économiser à côté. Et j'avais quasiment plus de dépenses vu que je donnais des cours particuliers à côté. En fait, l'argent que j'avais, j'ai pu économiser facilement, quoi. D'accord. J'avais cette chance. Et quand tu disais que tu économisais, est-ce que tu t'étais fixé un objectif? Par exemple, je vais économiser tant. Comment t'as... Ouais. Ou c'était juste... Alors moi, ce que j'avais vu en fait en regardant tous ces blogs de tour du monde, voilà, des sites comme le planificateur à contresens, ce genre de choses, et finalement, ils disaient qu'en gros, faut compter 15 000 euros, quoi. Pour 1 an, faut compter 15 000 euros. Donc moi, je m'étais dit au moins 15 000 euros, et vu que je suis du genre un peu prévoyant, je me dis au pire, t'en as un petit peu plus à côté au cas où, tu vois. Au cas où tu dois prendre un avion aux dernières minutes, enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc voilà, donc je pense qu'au total, j'ai dû réussir à réunir ces 15 000 euros assez facilement. Après, sur place, c'est terrible, mais en Amérique latine, en Amérique du Sud, pendant 8 mois, si je compte l'avion, tout ce qui a été achat de matériel, l'assurance santé, en tout, j'en ai même pas eu pour 3 500 euros, quoi. Oh, waouh. Donc finalement, voilà. Après, tout dépend de la manière dont tu voyages aussi, quoi. Ouais, parce que du coup, quand t'as commencé à économiser, est-ce que tu t'es dit, je vais partir pendant 1 an, ou est-ce que c'était... Non, l'itinéraire, on va dire, c'est venu petit à petit, quoi. Il a fallu vraiment que je me pose, que je me dise, mais qu'est-ce que tu veux voir, quoi. Et en fait, d'écrire une bucket list, en fait. Qu'est-ce que tu veux voir? Où est-ce que tu veux aller? Dans quel pays de quel pays tu veux découvrir la culture? Et là, ça prend du temps, en fait, de se projeter, de se dire où est-ce que je veux aller? Comment je veux voyager? Quel mode de transport je vais utiliser? Où je vais dormir? Parce qu'en fait, tout ça, ça détermine ton budget aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, on va dire, au départ, tu as une base moyenne. On te dit, en gros, 1 000 euros par mois. Donc, ça, c'est ce que tu vas peut-être dépenser dans des pays occidentaux, quoi. Mais tu sais très bien qu'en Asie ou en Amérique latine, ce sera un peu moins, quoi. Et puis, en fonction de ta façon de voyager, en fait, soit tu as un budget, tu adaptes ton voyage à ton budget, soit tu fais l'inverse, en fait. Ouais, c'est ça. Soit tu as un budget et tu essayes d'économiser pour ce projet-là, pour ce voyage-là, en tout cas. Mais après, j'ai pas mangé des pâtes pendant 1 an, quoi. Enfin, clairement pas, quoi. Il y a eu un peu de privation, mais en fait, c'est juste de changer juste un peu tes habitudes de consommation, quoi. C'est-à-dire, au lieu d'aller au restaurant avec tes potes, tu vas sur les quais de Seine faire un pique-nique. Ou tu les invites chez toi. C'est des trucs cons, bêtes, comme ça, qui sont... Et ce qui fait qu'à la fin, t'as pas payé 30 balles, mais t'as payé que 10 balles, quoi. Et ça fait 20 euros pour ton voyage, quoi. Et petit à petit, bim, Ouais, c'est sûr. Ouais, parce qu'en plus, si tu prends même par exemple un verre de vin dans un restaurant, le prix d'un verre de vin, tu peux avoir une bouteille, quoi. Donc, voilà, c'est pas une privation. Puis franchement, je pense que quand t'as un rêve, quand t'as une envie comme ça profond en toi, quand tu sais que c'est un truc qui t'appelle, en fait. Moi, c'était vraiment cette sensation, ça m'appelait, en fait. T'as pas l'impression de te priver, quoi. C'est ouais, comme quelqu'un qui va arrêter de fumer. Et s'il a vraiment envie, il aura pas la sensation de manque, il va trouver une liberté, en fait. C'est une façon de voir les choses aussi, quoi. Et du coup, tu te souviens pourquoi l'Argentine? Ouais, pour le tango. Moi, je voulais aller à Buenos Aires pour le tango. Alors, c'est marrant, je suis pas du tout danseuse, je suis pas... j'ai même envie de dire que j'ai jamais été attirée par ça et que j'aime pas ça, mais je sais pas, je trouvais cette musique, cette danse, je trouvais ça beau, quoi. Et puis après, l'Amérique latine, tu penses à la Patagonie, tu penses à la Bolivie. Ouais, je sais pas, non, c'était... déjà, je voulais une destination aussi qui était accessible financièrement. Donc, j'hésitais avec l'Asie du Sud-Est, mais à ce moment-là, l'Asie, ça m'attirait moins, en fait. Je pense que j'avais plus des images de nature, de montagnes, de lacs, de Buenos Aires, d'apprendre l'espagnol aussi, parce qu'à ce moment-là, je parlais pas un mot d'espagnol. C'était justement la question que j'allais te poser. Donc, ouais, tu parlais pas. Donc, moi, à l'école, j'ai appris l'allemand,
qui m'a beaucoup servi. Je dis ça avec ironie, bien sûr. Et j'ai eu 6 au bac d'allemand, j'ai dû avoir 8 en anglais. Enfin, les langues, j'aimais pas ça. Et du coup, je me suis dit, bon, l'Amérique latine, bon, l'avantage, c'est qu'ils parlent tous espagnol, sauf au Brésil. D'ailleurs, je ne suis pas allée au Brésil justement parce qu'ils ne parlaient pas espagnol. Et que je me disais déjà, apprendre une langue, ça va être suffisant. Et du coup, ce que j'ai fait, en fait, allez, on va dire peut-être 2 mois avant de partir, 2-3 mois avant de partir, 30 minutes tous les jours, je me faisais du Duolingo ou je me plongeais dans un environnement espagnol. Et finalement, je suis partie en sachant pas grand-chose. Voilà, je savais dire bonjour, je m'appelle Mélanie, je viens de France, je voyage. Et après, je savais compter de 0 à 100, quoi. Et après, j'avais peut-être un peu des notions, je sais pas, de la cuisine ou, enfin, toi, avec Duolingo, ce que tu passes un peu au début, des mots de vocabulaire, on va dire basiques, mais je savais pas faire de phrases, quoi. Mm-hmm. Alors, j'avais sûrement appris, je suis, tu es, il est, tu vois, enfin, les choses, les bases, quoi, vraiment, quoi, mais, faire des phrases, à ce moment-là, c'était très, très compliqué. Enfin, c'était impossible, quoi, à part ma phrase que j'avais appris par cœur de début. Après, je savais pas, quoi. Est-ce que tu t'étais acheté un petit dico ou un petit bouquin ou... Oui, pendant ma préparation, j'avais dû avoir un petit truc pour apprendre l'espagnol assez rapidement. Et j'ai dû l'emmener avec moi, oui. Parce que je me rappelle quand je faisais du stop, je sortais une fiche et j'avais mes conjugaisons, mes verbes à apprendre, tu vois, la conjugaison des verbes. Et donc voilà, je passais un peu mon temps, parce qu'en fait, c'est une fois que je suis arrivée sur place que j'ai appris et progressé à une vitesse fulgurante, quoi. Ouais. Et ça, c'est assez impressionnant, quoi. Génial. Ouais. Aujourd'hui, c'est un bel atout, quoi. De pouvoir parler une autre langue en plus, quoi. Ah oui, c'est clair. Et puis c'est fou comme le cerveau, enfin, c'est une éponge. Mmh. Ah oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et donc du coup, donc tu as pris la décision d'aller en Argentine, tu commençais 2 mois avant à apprendre l'espagnol. Et qu'est-ce que tu as fait avec tes affaires que tu avais à Paris? Alors moi, je vivais en meublé. Ah, Du pratique. coup, le meublé, j'avais pas trop d'affaires, en fait. J'avais mes vêtements. Bon, j'avais quelques décorations. J'avais des livres. J'avais beaucoup, beaucoup de livres. Voilà. En gros, c'est ça, hein, parce que j'avais pas grand-chose de plus. Donc voilà, mon père est venu me déménager et c'était une voiture, quoi. Enfin, j'avais un peu de vaisselle quand même, mais finalement, avec mes affaires, je les ai juste mis dans la cave de ma maman parce que quand il a fallu tout quitter, il a fallu aussi quitter mon appartement, comme tu dis. Et puis, je suis retournée vivre chez ma maman, ce qui m'a permis d'économiser encore un peu plus. Éviter de sortir 800 € le loyer, c'est quand même, c'était pas négligeable, quoi. Donc voilà, donc mes affaires, ça a été tout simplement stocké chez ma maman, quoi. Et du coup, puis entre-temps, j'ai vendu quelques affaires, quelques vêtements, quelques petits trucs. Et du coup, t'es resté combien de temps chez ta maman? Alors du coup, j'ai dû déménager au mois de mai 2017 et je suis partie en novembre. D'accord. Donc quelques mois. Mais entre-temps, en fait, j'ai fait des petits voyages pour me tester. Parce que je me suis pas dit, je pars... En plus, j'avais pas de billet de retour à ce moment-là. Je savais absolument pas combien de temps je serais sur la route. Donc je m'étais dit, je pouvais pas personnellement partir 8 mois comme ça en mode, tu sais même pas si le voyage solo ça va te plaire, est-ce que tu vas aimer, est-ce que c'est fait pour toi, est-ce que t'es pas, ça se trouve tu vas être une grosse trouillarde, enfin je sais pas, des trucs cons, quoi. Donc en fait pendant ces 3-4 mois je suis partie 10 jours en France toute seule et après 3 semaines en Italie, donc ce qui m'a permis un peu de couper les moments où j'étais chez ma maman, quoi. D'accord. Et du coup, alors quand t'es partie 10 jours en France, qu'est-ce que tu as voulu tester à ce moment-là? Et là, c'était vraiment le fait de savoir si le voyage solo c'était fait pour moi, quoi. Je suis partie à côté de chez moi, j'habite au Mans et je suis partie à Orléans et j'ai marché jusqu'à Tours. Et du coup, le but c'était de me dire, est-ce que je vais aimer en fait d'être toute seule, me tester. Vraiment, c'était vraiment ma première question, je pense, quoi. Est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que ça va? Est-ce que je vais pas avoir peur? Qu'est-ce que je vais ressentir au fond de moi? C'était vraiment ça, quoi. Je pense. C'était ouais. Et après ces 10 jours, comment t'es ressortie de là? Ouais, super. C'est marrant. J'ai écrit un article dessus là aujourd'hui. Et du coup, c'est marrant parce que
les gens, en fait, je m'attendais pas à trouver autant de bienveillance pendant ce chemin-là. J'ai des gens qui m'ont accueilli, j'ai demandé à être hébergée, les gens ils m'ont ouvert leurs portes. J'ai fait du stop au début entre Le Mans et Orléans et j'ai jamais attendu plus de 10 minutes. Du coup, la bienveillance des gens, je me suis dit, punaise, même en France, ça marche aussi, quoi. Ça marche très, très bien. Du coup, je suis ressortie en me disant, il faudrait que mon sac à dos il soit moins lourd parce qu'il faisait 15 kilos et pour marcher, c'était juste pas possible. J'ai investi dans des bonnes chaussures de rando. Du coup, ça m'a permis aussi de tester mon matériel. J'avais acheté mon nouveau sac à dos et tout. Et voilà, je me suis dit, c'est fait pour moi, quoi, finalement. Je me suis dit, ces 10 jours, j'ai eu l'impression d'aller à la découverte de moi, quoi. C'était aussi un chemin où j'allais, en plus, vu que tu marches, la plupart du temps, tu es tout seul. Donc, tu te dis, tu as le temps de te recentrer sur toi-même, quoi. Entre tes études et ton travail, tu as toujours eu ta routine métro, boulot, dodo. Et là, tu as du temps pour toi. En plus, c'est dans la nature. Et du coup, c'est un chemin vers moi-même. Et je suis rentrée au Mans et je me suis dit, banco, quoi. Enfin, c'est bon, quoi. Enfin, j'adore ça. Je me cherche, mais du coup, le voyage, ça me permet de me trouver un peu. Enfin, en tout cas, ces 10 jours m'ont permis de me poser des questions, etc. Et du coup, je me suis dit, mais ouais, j'ai envie de continuer, en fait, parce qu'il y a toujours des questions que je me pose et j'ai envie d'aller plus loin, de voir de quoi je suis capable. Enfin, là, déjà, je suis partie. C'est marrant parce que du coup, quand j'étais tellement pas sûre d'aller arriver à Orléans, c'est-à-dire que j'avais même pas réservé d'hébergement. C'est-à-dire que je suis arrivée à Orléans un soir à 17h, je ne savais pas où je dormais. Ah ouais? Et parce que j'y croyais pas, en fait. J'y croyais pas que les gens m'auraient pris en stop, même s'il y avait 200 km. Enfin, il n'y a rien, mais je sais pas, c'était ma première fois. J'avais mes appréhensions, mes doutes, mes peurs. Et puis, finalement. Oui, parce que tu m'as dit offline, tu avais même dit à ta maman, je risque de revenir ce soir. Oui. Mais j'étais vraiment dans cet esprit. Ça se trouve, je vais passer la journée à 100 mètres de chez moi à attendre le pouce, quoi. Et puis, le soir, je serai obligée de rentrer, quoi. Et du coup, est-ce que tu as tenté le couchsurfing ou tu as fait du porte-à-porte à la Pékin Express? Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vite installé l'application Couchsurfing. Heureusement que j'en avais entendu parler avant. Tu l'avais pas installé. Et non, tu vois, le truc en mode... mais t'es pas prête, en fait. Enfin, heureusement que je savais que ça existait, quoi. Et du coup, j'ai lancé ma première requête. Il devait être 17h30, 18h, en plus, pour le soir même. Avec un profil que j'ai fait sur une place publique, comme ça, en 2 secondes. Du coup, j'avais aucun commentaire, j'avais rien, tu vois. Je suis même pas sûre que j'avais mis une photo de moi, quoi. Oh, waouh. Ça a marché, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a hébergée et on a passé une super soirée, quoi. Et forcément, tu as tes appréhensions, tu vas chez quelqu'un, en plus, c'était un homme. Alors, tu te poses plein de questions, etc. Et finalement, ça s'est passé super bien, quoi. Ouais, génial. Ouais. Ça fait plaisir d'entendre ça des Français, parce qu'en général, on a toujours... on pense pas qu'ils sont si accueillants que le reste du monde, et finalement, ici, il y a des gens comme ça. Et finalement, quand tu regardes, je sais pas si c'est diffusé au Canada, mais Nu et culotté. C'est une émission où c'est 2 gars qui partent à poil. Ils partent vraiment à poil, quoi. Ils ont juste leur équipement de caméra pour se filmer. Et ils ont un objectif, quoi. Par exemple, aller boire un thé à Londres avec un lord. Ou, je sais pas, aller boire un cocktail à Ibiza, tu vois. Enfin, un objectif, un but. Et ils partent à poil, quoi. Donc, du coup, ils partent quasiment tout le temps de France. Et donc, la première étape, c'est de trouver des vêtements, etc., quoi. Et les gens, en fait, tu te rends compte que, il y a quand même en France, on pourrait en douter, mais il y a quand même une bienveillance et une générosité. Et il y aura toujours des gens qui seront prêts à t'accueillir, tu vois. C'est quoi comme émission? Je connaissais pas. Nu et culotté. Nu et culotté. Ah, voilà, ça porte bien le nom. Ouais. C'est diffusé sur France 5, je crois, en France. Et ouais, ils sont géniaux. Il y a déjà 4-5 saisons, je pense. Les gars, ils sont... Ouais, il faut avoir du culot quand même, tu te dis. Ouais, c'est clair. C'était déjà des voyageurs, en fait. Avant, ils sont... Donc, je vais pas raconter toute l'histoire, mais voilà, ils avaient déjà voyagé chacun de leur côté avant de se lancer ce défi de se dire on part tout nu et au culot, quoi. Ouais, quelle idée, en tout cas. Oui. Et du coup, une fois que ces 10 jours se sont terminés, qu'est-ce que tu partais en Argentine ou tu as fait autre chose? Alors du coup, après, j'ai augmenté un peu la difficulté. J'ai voulu aller dans un pays où je ne parlais pas la langue. Partir plus longtemps et dans un pays dont je ne maîtrisais pas la langue. Et du coup, je suis partie en Italie parce que l'Italie,
ça a toujours été un pays qui m'a attirée. J'avais visité Rome en 2014 et j'adore la gastronomie italienne. Et je me suis dit, bon, bah, c'est à côté. C'est une langue que je connais pas. Et puis, ouais, j'ai envie de découvrir cette culture de plus près, quoi. Et pourquoi pas l'Espagne pour te tenter en espagnol, justement? Pourquoi pas l'Espagne je sais pas. Je connaissais Barcelone et entre Barcelone et Rome, je m'étais dit que ouais, c'était plus la culture italienne qui m'intéressait, quoi. Ouais. Ouais, je sais pas, l'Italie, ça me fait rêver, les pâtes, les monuments, les églises. Florence, moi, je rêvais de voir Florence, quoi. Ah, c'est magnifique. Florence, c'était un rêve, tu vois. C'est Venise, Venise, tu vois, j'avais pas de nom de ville comme ça d'Espagne qui me venait. Ouais, en Espagne, de nom, je connais Barcelone et Madrid. Après, il y a sûrement de très beaux endroits également, mais je sais pas, il y en a Milan, tu vois. Puis en plus, j'avais de la famille à Milan. J'avais mon cousin. Et du coup, je me disais, bah, en cas de pépin, bah, tu vois, j'ai la famille à côté, quoi. Je reprends un bus ou un train et je suis tout de suite à Milan et il y a quelqu'un qui peut m'aider en cas de situation grave, quoi. Donc ça a aussi été le truc de me dire, ouais, j'y vais petit à petit, tu vois. Chaque fois, je teste mes limites, je vais de plus en plus loin, mais là, j'avais toujours un petit filet de sécurité, on va dire. Et là, t'es resté combien de temps en Italie? Pardon? T'es resté combien de temps en Italie? 3 semaines. 3 semaines, d'accord. Ouais. Donc là, t'as augmenté la durée aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai fait un très beau parcours sur l'Italie du Nord. Je suis partie de Turin et j'ai fini à Gênes, quoi, en passant par Venise. Donc, j'ai fait une espèce de boucle. Et vraiment, franchement, l'Italie, c'est magnifique, quoi. Et là, du coup, le couchsurfing aussi? Ouais, là, j'ai fait que du couchsurfing à chaque étape. Bon, sauf à Milan où j'étais hébergée chez mon cousin. Mais non, sinon, j'ai fait que du couchsurfing. La première fois, j'étais chez des étudiants à Turin, mais super sympa. J'ai mangé mes premières bonnes pâtes, tu vois, les meilleures de ma vie, tu vois, c'était à ce moment-là, quoi. Et je me suis dit, punaise, c'est que des pâtes, mais qu'est-ce qu'ils font ça bien, quoi. C'est clair, leur façon al dente. Ah, punaise. Et du coup, ouais, que du couchsurfing. Après, la plupart du temps, ça a été quasiment que des hommes, mais toujours très respectueux, qui me faisaient visiter la ville, tu vois, à Venise. Franchement, Venise, visiter avec un Vénitien, mais il t'emmène dans des endroits où il n'y a personne, où tu as des vues magnifiques. Enfin, un couchsurfing, pour ça, c'est magique, quoi. Génial. C'est vraiment, tu vois des endroits que tu verrais jamais en tant que si tu allais en auberge de jeunesse ou dans un hôtel, quoi. Et là, du coup, ton sac était un peu moins lourd et tes chaussures bien meilleures? C'est ça, là, j'ai testé les chaussures de rando, ça allait. Et mon sac, je pense qu'il devait faire peut-être 11-12 kilos, quoi, à ce moment-là, quoi. Donc là, j'étais beaucoup plus à mon aise que la première fois en termes de matériel, quoi. Ouais, parce qu'en plus, du coup, c'était l'été, donc tu n'avais pas besoin de... Exactement. Ouais, donc ça, c'est quand même bien pratique. Parce que du coup, ouais, quand tu prévoyais de partir en Argentine au mois de novembre, c'est comment les températures là-haut? Bah, c'est très bien, en fait. Là-bas, c'est la fin du printemps, le début de l'été, quoi. Ils ont l'été le 21 décembre. Donc, c'est la période qui est recommandée pour partir, quoi. Octobre, novembre, décembre, pour arriver au moment fin du printemps, été, quoi. Donc j'ai passé l'hiver au chaud, quoi. Et j'ai passé Noël en short et en t-shirt, quoi. Donc, wow, la classe. Ouais, donc ça, c'était cool, quoi. Ouais, donc cool. Du coup, donc là, maintenant, tu reviens d'Italie. J'imagine que t'es chaud patate. Ouais, grave. Là, je crois que c'est à ce moment-là que je book mon billet d'avion, quoi. Ouais. Donc, je suis partie en novembre et je pense que j'ai dû annoncer à ma maman que je partais, que c'était sûr au mois d'août, tu vois. J'aime bien réserver 3-4 mois à l'avance. Donc, je pense que c'était, ouais, j'ai dû revenir d'Italie, j'ai dû prendre mon billet d'avion pour Buenos Aires. Donc, avant, et c'est marrant parce que toujours dans l'esprit de me tester, c'est marrant ça, tu vois. Parce que j'ai pas pris un vol direct, mais ça, c'était une question de prix, quoi, je pense. Oui. Mais je pense qu'inconsciemment, tu vois, je me suis d'abord fait 3-4 jours à Barcelone. En fait, j'ai fait Paris-Barcelone. J'ai passé 3 nuits à Barcelone. Toujours dans l'esprit de me tenter, quoi, de me dire, bah voilà. Tu vois, de me dire à un moment, bah si ça va pas, tu peux toujours revenir, en fait. Et puis tout s'est bien passé. Et c'est marrant, je me rappelle prendre mon avion à Barcelone pour Buenos Aires et de sentir une sérénité. Un sentiment, une émotion que j'avais jamais ressenti avant, quelque chose où
j'étais bien en fait. Je vivais l'instant présent et je savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Il y avait ouais, comme si ça m'appelait vraiment. J'étais hyper sereine quoi. Bah, je J'étais pas pense, stressée. J'étais bien. J'étais je pense à que, ma place. étant donné, vu le travail de préparation que tu as fait quand même, je pense que ça a joué. Ah mais grave. Mhm. C'est sûr. Sinon je serais partie avec mes 15 kilos. Des mauvaises chaussures. Sur le dos. Non mais c'est sûr. Hein. Je pense que la préparation ça m'a aidé psychologiquement à me faire à l'idée, à enlever mes peurs et puis à me dire bon bah voilà c'est bon quoi. Bah, et du coup, parce que tu as quitté ton travail, là tu fais des petits voyages pour te tester, mais tu es arrivé quand même à continuer à économiser ou du coup tu avais le chômage peut-être? Oui, c'est ça, en fait. Avec mon licenciement économique, dans le contrat, tu bénéficies au moins de 2 ans de chômage, quoi. Sachant que la première année, c'était quasiment 100% de ce que je gagnais à Paris. Sauf que là, je n'avais plus de facture. Donc oui, j'ai bien économisé, oui. Ouais, c'est là que quand même la France, il y a des Oui, sacrés on est avantages, ouais. Mm. c'est clair. Parce Ouais. que ici, je Non, pense pas. Ici au Canada, si tu es au chômage, euh, c'est c'est pas 100% de ton salaire. Je crois que tu as une somme limite de 2 000 $ par mois et peu importe quel était ton statut, quoi. Donc c'est vrai que ça, la France, on est bien nourri au on niveau est du chômage. chanceux, ouais. Ouais. Et Après, on cotise pour notre chômage. Hein. Tous les mois, ils nous prélèvent de l'argent. Enfin, c'est une assurance. Hein. Faut pas voir ça comme... Enfin, c'est un droit, finalement. c'est Donc, ça. Et là, quand t'es parti, tu l'as arrêté ou tu as continué oui. à le toucher? Ouais. Non, non, quand je suis partie le 11 novembre, j'ai enlevé mon chômage le 11 novembre, quoi. Parce que je voulais que ce soit également une sécurité financière pour quand je reviendrai, en fait. Parce que quand je revenais de mon voyage, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Enfin, j'étais vraiment un peu perdue, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, au moins, quand je rentre, bah, j'aurai le chômage, quoi. Donc, ça C'est fait une clair. sécurité financière, ça fait un filet, quoi. Donc, je l'ai arrêté. Ça servait à rien que... vu que j'avais mes économies, ça servait à rien que je continue de toucher le chômage pendant ces mois, quoi. Est-ce que Donc, tu sais, est-ce que tu sais si pour pouvoir retoucher ton chômage quand tu reviens, est-ce que tu as une période maximum où tu peux être en dehors du pays ou il n'y a pas de limite dans le temps? c'est 1 an. Ah non? C'est 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, tu peux être non demandeur d'emploi, donc tu arrêtes, donc tu leur déclares que tu ne veux plus être demandeuse d'emploi parce que tu n'es plus à la recherche d'un emploi. Et du coup, pendant 1 an, tu gardes tes droits. Donc ça veut dire qu'il faut revenir avant 1 an pour dire bon bah les gars, je suis de nouveau à la recherche d'un emploi. Mhm. Et là, ils te rebasculent tes droits, quoi. Mais Parfait. sinon, tu les perds. Ouais. Parfait. Et est-ce que tu avais souscrit à une assurance pour ton voyage? Ouais, ouais. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est un truc qu'il faut faire. Enfin, je pense que c'est primordial, quoi. C'est déjà on dort mieux le soir, je pense. On se dit, bah, si jamais il m'arrive quelque chose, ou si jamais, moi, je sais que par exemple, typiquement, je voulais une assurance qui prenne en compte si j'avais le décès d'une de mes grand-mères, parce que, bah, avec l'âge, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, si j'ai une des grand-mères qui décède et que j'ai envie d'assister à l'enterrement, que j'ai l'assistance rapatriement, enfin, ça n'a pas ce nom-là, mais voilà, quelque chose où ils te paient le billet pour rentrer en France, assister à l'enterrement et revenir là où tu étais. Oh waouh. Et pourtant, moi, je suis pas du tout assurance. Hein. En France, j'ai pas d'assurance santé, j'aime pas ça. Je trouve que c'est des gros voleurs. Mais là, non, c'est 1 € par jour en moyenne, et tu te dis non, tu peux pas. Si t'arrive quelque chose, que tu as besoin d'être rapatrié, que ta famille a besoin de venir te voir en cas de décès, enfin. Bon, il faut y penser, quoi. Ça fait partie du voyage de se dire, bah, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc, il faut y penser. Vaut mieux prévenir que guérir, quoi. C'est clair. Du coup, est-ce que tu aurais une assurance à recommander ou une à ne pas recommander? Bah, moi, du coup, j'ai pas eu affaire à ces assurances. La première fois, je suis partie avec Chapka. Et la deuxième fois, quand je suis partie faire un PVT en Australie, je suis partie avec Gobiava. D'accord. Mais j'ai jamais utilisé leur service. Donc, je peux pas faire de retour positif ou négatif finalement. Ouais, Quoi. mais bon, du coup, Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu affaire à eux. Et donc, tu disais c'est en moyenne 1 € par jour, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'année, ça te revient à 350 €, quoi. Donc, Ouais, donc c'est... voilà. Et puis bah, après, ça dépend où tu pars. Bien évidemment, si tu pars 1 an aux États-Unis, ça sera pas la même chose qu'un an
en Amérique latine. Et ça dépend de la durée, quoi. Tu as des assurances de 2 semaines. Enfin, en fait, tu es couvert le temps de ton départ, quoi. Moi, j'avais pris une assurance 1 an parce que je savais pas combien de temps. Enfin, je me doutais que j'allais revenir pour l'été en France, mais voilà, j'avais pris une assurance 1 an, quoi. Super. Et en plus, quand tu rentres en France, ils te couvrent, la plupart, en tout cas, je pense, te couvrent 2 mois. Donc, c'est-à-dire que tu rentres en France, tu as besoin, je sais pas, d'aller chez le dentiste, enfin, ou faire des examens pour ton retour, et ben, ils continuent de te couvrir 2 mois après ton retour. Donc, Ah ouais. toujours intéressant, quoi. Ah oui, c'est Alors, clair. pas ça, mais moi, en tout cas, quand l'assurance Gobi Ava, quand j'étais en Australie, c'était le cas, ouais. Super. Non, mais je pense que c'est des choses pour les filles qui justement regardent les assurances, des choses à comparer peut-être. Ouais. C'est intéressant. Ouais, tout à fait, ouais. Moi, Non, mais c'est vrai que je les avais toutes regardées. Après, j'étais partie avec une autre pour le PVT parce que je trouvais que c'était plus avantageux, quoi. Mais oui, c'est des choses à comparer. Qu'est-ce qu'on veut enfin, voilà, mais c'est quelque chose, faut partir avec, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. Ouais, moi, je vais devoir souscrire à une assurance bientôt, donc il va falloir que je commence mes recherches très rapidement. Ah ouais, c'est vrai, hein. Et tu peux souscrire le jour même, hein. Ah oui, Je crois. Donc, c'est rapide, hein. C'est pas. Donc, ouais. Mais c'est quelque chose il faut s'y intéresser, hein. super. Donc, Et du coup, donc toi, quand tu faisais tous tes voyages, est-ce que tu avais des personnes dans ton entourage qui essaient de te décourager, qui étaient un peu négatifs avec ce que tu prévoyais de faire ou pas du tout? oui, mon père. Bah, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que ça va t'amener? Mais je sais plus qui m'a dit ça, mais qui m'a dit, mais ta retraite, quoi. Et là, j'ai fait, Ta retraite. ouais. Enfin, j'avais 27, 28 ans. Déjà, j'avais cotisé 4 ans. Enfin, déjà, nous, ouais, je pense que notre génération, la retraite, je sais pas, c'est une licorne, quoi. C'est quelque chose, on la verra sûrement peut-être jamais. Puis, il peut se passer tellement de choses jusqu'à ce qu'on arrive à 65, 67 ans, que voilà. C'est clair. Et puis, en plus, tu vois, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que tu es en pleine forme, tu es en pleine santé, que tu peux faire ce genre de choses. C'est pas une fois que tu seras à la retraite que tu Non. vas pouvoir aller, tu Ouais, vas faire des hiking et exactement. tout ça. Donc, Mais ouais, mon père, il a pas compris. Il a pas compris. Bah, je pense que nos parents, c'est aussi une génération où il faut le CDI, la maison, le conjoint, les enfants. Et nous, on n'est pas là-dedans, quoi. Après, ma mère, c'était plutôt de l'inquiétude, donc elle essayait plutôt de me Elle y croyait pas, en fait. Quand je lui disais, je vais partir, elle y croyait pas, quoi, jusqu'à ce que je prenne mon billet d'avion, quoi. Mais elle se disait, c'est une lubie, ça va lui passer. Et après, c'est de l'inquiétude, tu vois, les gens, bah, ils regardent trop la télé, hein, malheureusement, et ils ont nous aussi, on les a, les préjugés, mais ils vont dire, j'ai vu un reportage sur TF1 et ça parlait de ça, au journal de 10 heures, enfin, ça n'a aucune validité. Et moi, je me rappelle, je leur répondais, mais est-ce que tu y es allé? Ou est-ce que tu connais quelqu'un qui est allé dans ce pays? Bah non, bah bon, bah voilà. Enfin, les informations renvoient toujours des images négatives la plupart du temps, donc... Et puis moi, à côté de ça, j'avais ces blogs, ces filles qui voyageaient seules, qui avaient une liberté immense, qui étaient épanouies. Et de l'autre côté, tu as ta famille derrière qui te dit ouais, mais c'est dangereux, t'es une fille, t'es toute seule, et puis ta retraite. Enfin, vraiment, en fait, c'est marrant parce que t'as tes propres peurs, t'as tes propres blocages. Mais en plus, tu dois gérer ceux de ta famille finalement, parce qu'ils projettent sur eux leurs peurs. Il y a des gens, ils vont te parler que de la sécurité, quoi. T'es une femme, t'es toute seule parce c'est leur principale peur ou blocage, donc ils vont la projeter sur toi. D'autres, ça va être l'argent. Ah, mais comment ton budget, comment tu vas faire pour dormir, est-ce que tu vas manger, enfin, tu vois, des choses. c'est fou, hein? C'est amusant, c'est mignon, enfin, je sais pas, mais tu te dis oui, ça. Enfin... Et du coup, je pense que je les ai impliqués en fait dans mes préparatifs. En leur disant, bah voilà, à Noël, je devrais être au Chili, je devrais être à tel endroit. Je leur ai fait un itinéraire, tu vois, que j'allais à peu près suivre. Je les ai impliqués, en fait, en disant, bah tiens, j'ai pris une assurance santé, machin. Et je pense que de les impliquer, ils ont vu que j'étais hyper motivée, que ça me rendait heureuse et épanouie. Et je pense que ça les a déstressés aussi, tu vois. Ouais. Ouais, parce que du coup, toi, t'as pas été très sympa quand même de les laisser seuls pour Noël, c'est ça?
Ouais, ça a été mon premier Noël loin d'eux, quoi. Et ouais, ça n'a pas été simple hein, pour eux. Hein. Et pour moi non plus, hein, mon premier Noël, je ne l'ai pas vraiment apprécié. Hein. Ça a été dur, ouais. Bah écoute, moi, c'est pas compliqué. Quand je suis partie m'installer aux États-Unis, donc du coup, j'avais pas beaucoup de congés. Et mon premier Noël, du coup, j'ai dû rester sur place. En plus, à l'usine, on m'a carrément dit, bah, puisque t'es la petite nouvelle, c'est toi qui vas être de permanence pour Noël. Et bah, j'avoue que depuis, bah, tu vois, depuis, je déteste Noël en fait. Parce que je me rends compte que, bah, déjà, on parle de Noël maintenant au mois d'octobre quasiment. Et je me dis, en fait, ça rappelle aux gens que bah, tu vas être seul et que c'est soit des gens qui sont partis s'expatrier, mais tu peux aussi avoir perdu quelqu'un de ta famille. Et du coup, c'est vrai qu'on met tellement de choses derrière Noël que c'est. Maintenant, je suis plus du tout une fan de cette fête, en fait. Et ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, on n'y pense pas, mais il y a tellement de gens seuls, même en France, Ben, c'est ça. des personnes âgées ou des jeunes. Il y a tellement de personnes seules. La solitude, c'est quand même, je pense, c'est un fléau de nos sociétés. Et elles voient ces images à la télé, ces téléfilms qui passent pendant 2 mois, comme tu dis. C'est ça. C'est vrai que c'est terrible. Hein. Mais c'est peut-être, du coup, tu es peut-être passé à Thanksgiving. Bah, du coup, oui, j'ai fait un Thanksgiving, ouais. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en plus, je les trouve un peu trop proches, Thanksgiving et Noël. Parce que, bah, d'ailleurs, enfin, moi, je sais que la famille avec qui j'ai passé Thanksgiving, ils préfèrent Thanksgiving à Noël. Donc, du coup, Ouais. c'était vraiment un repas grandiose de chez Grandiose. Et du coup, tu manges tellement que quand Noël il est juste au coin de la rue, tu te dis non, ça ira. Je fais pas un deuxième round. Non, c'est ça. J'ai pris mes kilos pour l'hiver, je suis bien. C'est ça. Mais moi, en plus, j'ai eu la chance, au final, de rencontrer une famille mexicaine qui habitait près de chez moi. Et du coup, ils m'ont invité pour le jour de Noël. Donc, c'était repas mexicain où tout le monde se préparait à la tâche de préparer les tamales et tout ça. Donc, c'était Ouais, quand même super. c'était super. Mais bon, cela dit, je déteste quand même au jour d'aujourd'hui Noël. Ouais. Je pense que maintenant, c'est foutu. Et du coup, ça me fait penser, est-ce qu'il neige à Chicago Bah, ça dépend. Moi, le premier Noël, non, on n'a pas eu de la neige. Mais des fois, il peut y en avoir un petit peu, mais pas. En général, c'est janvier, février où là, tu prends cher. D'accord. Non, c'est vrai, on a ces images de films américains au moment de Noël où il y a toujours de la neige, en fait. Ouais, non, c'est vraiment, ça dépend. Ça dépend, d'accord. Ouais, ça dépend de l'année. Donc voilà. Et du coup, une question que je me pose, du coup, t'as fini par danser du tango en Argentine? T'as fait ta petite danse? Ouais, mais genre 30 secondes, hein, parce que je suis pas danseuse, mais il y a eu une soirée où, moi, à ce moment-là, j'étais en auberge de jeunesse. On avait décidé de sortir dans un endroit où ils proposaient des cours gratuitement, quoi. Et du coup, voilà, ça a duré 1 minute parce que je suis pas vraiment à l'aise avec mon corps, bouger mon corps. Enfin, et donc non, j'ai pas dansé de tango, mais franchement, j'ai vu des tangos, mais magnifiques dans la rue et tout. Enfin, c'est beau. Franchement, Génial. c'est très beau, ouais. Pendant que tu faisais ce voyage, est-ce que tu as rencontré d'autres femmes qui étaient en solitaire ou... Oui, Ouais, énormément, énormément. énormément. Mais j'ai quasiment rencontré que des femmes qui voyageaient seules finalement. Avec le recul, des hommes déjà qui voyagent seuls, il y en a quasiment pas. Il y en a, c'est quoi? C'est 20%, même pas. Oh, waouh. Mais des femmes qui voyagent seules, mais oui, et de toutes les nationalités. Mais ouais, c'est terrible. Hein. Après, toi, tu vas rencontrer des voyageurs sur du long terme. Tu vas rencontrer des voyageurs qui étaient venus comme moi visiter l'Amérique du Sud. Tu vas avoir des gens qui sont en échange universitaire ou scolaire, tu vois, un genre d'Erasmus, mais sur le monde entier comme ça. Enfin, moi, j'avais 2 Canadiennes, par exemple, qui faisaient une année d'échange à Buenos Aires. Tu vas rencontrer des gens qui sont en PVT, donc le permis vacances-travail, l'Argentine qui est ouvert aux Français depuis quelques années. Mais principalement des femmes seules, mais c'est impressionnant, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu dors en auberge de jeunesse, t'es pas obligé ne réserve pas une chambre spéciale femme, en fait, parce que C'est vrai? Enfin, oui, vraiment, quoi. Il y a beaucoup de femmes. Et après, il y a aussi beaucoup de couples. Hein.
Oui, bah moi, c'est justement, ouais, c'est Voyage. l'image que j'ai un peu du voyage, c'est de tomber. Enfin, moi, je serais jamais. Enfin, j'ai toujours dit si le jour où j'ai un copain, j'espère qu'il aimerait faire ça parce que j'aimerais vraiment partir en couple. Mais moi, comme je te l'avais dit, j'ai grandi avec un frère jumeau, donc je pense que j'ai besoin Oui. un peu de d'une connexion. Mais c'est l'image que j'ai. Mais du coup, ouais, c'est marrant parce que je suis allée au Panama au mois de février et je suis allée en auberge une nuit justement juste pour me tester. Et j'avais pris une chambre pour filles en fait. Ouais. Mais ça, après, c'est bien. Je pense que pour ta première fois dans une auberge, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Enfin, faut être le plus à ton aise possible parce que c'est un saut dans l'inconnu comme c'est la première fois que tu fais quelque chose de nouveau, il faut être le plus à ton aise possible, quoi. Et s'il y a même des gens qui veulent, des filles qui veulent prendre une chambre privée dans une auberge de jeunesse, mais il n'y a aucun souci, quoi. Au contraire, faut être le plus à son aise possible pour les premières fois, quoi, pour être à Mhm. l'aise. Mais pour en revenir au couple, ça me faisait rire en Amérique latine en général, c'est que quand je voyais un couple, j'étais quasiment sûre qu'ils étaient français en fait. Parce qu'à côté de ça, non mais c'est impressionnant. Parce que par exemple les Allemands, il y a beaucoup d'Allemands qui voyagent. Eux, c'est après leurs études, c'est un rite en fait. Ils s'accordent tous quasiment un an pour voyager. Ben, ils voyagent seuls. Après, tu as beaucoup d'Israélites en Amérique latine. Eux, ils voyagent juste après avoir fait l'armée. C'est-à-dire que pendant qu'ils ont fait l'armée, ils ont gagné beaucoup d'argent et ils s'accordent un an. Et en général, ils partent avec leurs amis ou seuls. Et c'est marrant, quand tu dis en fonction des nationalités, on a un peu. Ah, j'en avais aucune idée de ça, tu vois. Dès que je voyais un couple, en plus, bah alors s'ils fumaient, c'était. Mais alors là, je me posais même pas la question, ils étaient français. Mais, mais à chaque fois, souvent, c'était des Français. Et après, tu as les Argentins qui voyagent énormément en Amérique latine. Eux, c'est assez amusant en fait de voir leur façon de voyager. C'est-à-dire que nous, Français, on va passer un an à économiser pour partir. Et eux, ils partent avec 0 € et ils font sur place, ils travaillent, ils font du volontariat, ils font des spectacles de rue et ils voyagent comme ça à travers l'Amérique du Sud, quoi. Et du coup, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es sentie en insécurité là-haut ou pas du tout? Ouais, il y a eu quelques moments, on va pas se mentir. Donc il y a eu un moment dont je me rappelle vraiment, c'est que je faisais du stop en fait en Amérique et au Chili. J'ai fini par faire du stop. Globalement, je suis partie d'Ushuaia et je suis remontée jusqu'au nord du Chili. Et il y a un moment, donc j'étais au Chili ou en Argentine. Enfin, j'allais passer, non, c'était juste avant de passer la frontière. Donc en gros, je faisais Mendoza, Santiago du Chili. Et il y a un routier qui m'a pris en stop. Et au bout de 10 minutes, il m'a demandé si j'étais pas intéressée par une relation sexuelle, quoi. Ah oui. Donc là, j'ai dit non, pas du tout. Et il s'est arrêté 10 minutes après pour acheter à manger. Et moi, j'ai dit, bah écoute, je m'en vais, quoi. Ça a été le moment un peu où tu te dis, ouais, enfin, ouais, c'est bizarre, tu vois. Enfin, Ouais, parce faut que je que parte d'ici, quoi. ouais, Enfin, il a faut que pris. je trouve un moyen de descendre de ce camion. Après, je sentais bien que le mec, il était pas, il a pas insisté, tu vois, mais c'était malsain, du coup, enfin, direct, c'était devenu malsain, quoi. Mhm. C'est, non, bah non, désolé, je m'en vais, quoi. Enfin, je vais pas faire la route avec toi et serrer les fesses pendant 2 heures, quoi. Enfin, Ouais, ça non, sert à c'est ça. rien. Va chercher quelqu'un Ma d'autre. sécurité avant tout, quoi. Ouais. Ouais. Et je sais pas comment ça se passe au niveau des. Est-ce que tu avais besoin d'un visa ou de quelque chose pour aller là-haut ou... Non, alors tous les pays, si je me trompe pas, en tout cas tous les pays que j'ai traversés, on n'a pas besoin de visa. On ne paye pas en fait. On a 2 mois ou 3 mois, on a 2 mois d'autorisé dans chaque pays. Donc à chaque passage de frontière, tu as un tampon et tu as 2 mois gratuitement. Super. Après, tu peux l'étendre. Alors par exemple, au Chili, il y a un endroit qui s'appelle San Pedro de Atacama. C'est tout au nord du Chili, c'est en plein désert. Et il y a énormément de Français qui travaillent là-bas, au Black. Et du coup, ce qu'ils font, c'est que tous les 2 mois, vu que c'est entre la frontière avec la Bolivie et l'Argentine, et bah, tous les 2 mois, ils traversent la frontière, ils font tamponner et ils reviennent. Ah ouais. Donc voilà, il n'y a vraiment pas ce problème. En tout cas, le visa, il est gratuit et il dure 2 mois. C'est bien pratique. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. J'ai pas été embêtée avec les visas, quoi. Super. Et du coup, ouais, donc tu as fait l'Argentine, le Chili Et la Bolivie. et la Bolivie. Ouais. Et du coup, tu es rentrée à quel moment? Donc je suis rentrée en juin 2018, du coup. Je suis rentrée 8 mois plus tard. En juin 2018, c'était assez amusant parce que j'avais dit à ma maman que je rentrais genre le 25 juin, que je passerais peut-être une semaine à Paris pour voir les copains, tout ça.
Et en fait, je suis arrivée genre le 16 juin, juste avant pour son anniversaire. En fait, je lui ai fait la surprise. Ah, super. Et ça, c'était trop amusant de voir sa tête. Quand elle m'a vue sur le palier, quoi, elle s'y attendait pas, elle m'attendait dans une semaine après, quoi. Et puis, non, j'étais là, quoi. Elle devait être super émouvante. Ouais, c'était cool, ouais. Ah, cool. C'est un beau moment, ouais. Ouais, parce que, en plus, je trouve que c'est intéressant quand tu rentres, enfin, j'ai pas envie de dire d'utiliser le mot objectif, mais en quelque sorte, de te donner quelque chose qui te donne envie, qui t'excite à l'idée de rentrer, parce que je pense que le retour, il doit pas être si facile. Non, mais c'était horrible. Mhm. Moi, j'ai pleuré en Bolivie. Quitter la Bolivie, ça a été un crève-cœur. Hein. Puis t'es tellement bien, franchement, mais vraiment, t'es bien dans ta peau. Tu vis instant présent, tu rencontres tellement de gens, mais ça, c'est un truc de fou. Mais des gens qui sont du coup dans la même énergie que toi, c'est que des bonnes énergies. Puis t'es bien, en fait, t'es sereine. Après, il y a aussi, il y a de la fatigue, il y a des choses, enfin bref, mais globalement, t'as pas envie de quitter ça, quoi. Moi, je suis rentrée pour la famille, sinon, mais je serais jamais rentrée, finalement, je pense, quoi. Mhm. Ça t'apporte une sensation de bien-être, un bien-être vraiment, parce que c'est pas qu'une sensation, c'est vrai. Et ouais, du coup, puis bah, tu rentres, mais qu'est-ce que tu vas faire aussi? Enfin, après, comme m'a dit une pote, et c'est horrible, mais tu retournes dans la vraie vie, quoi. Mais non. Non, s'il te plaît, la vraie vie, c'est pas le métro, boulot de dos et payer mes factures, s'il te plaît, quoi. On n'est pas né, moi, je pense personnellement qu'on n'est pas né pour ça, quoi. On n'est pas né pour ça. Non, c'est Pas clair. pour ça qu'on est là, quoi. Non. Moi, la vraie vie, c'est pas ça, désolé. On sait pas m'endetter pendant 30 ans, pas avec un appartement. La retraite, Mélanie, la retraite. Putain, je ferais ça à ma retraite, quoi. Je serais 500, je serais au minimum vieillesse, là, à 600 ou 700 euros. Et encore, on a la chance d'avoir un minimum vieillesse. Non, mais c'est... Et c'est vrai que, ouais, le retour, bah, déjà, tu quittes un endroit où tu te sens bien et en plus, tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Ça, j'avais pas prévu, tu vois. Je partais. Je m'étais dit, je trouverais les réponses en chemin, tu vois. Mhm. Et non. Et ben non. Du coup, je suis repartie. Ouais, du coup, toi, c'est vrai que tu as fait plusieurs expériences. D'ailleurs, je sais pas si tu voudrais en profiter pour partager avec les filles le nom de ton blog, si elles veulent aller voir les différentes expériences que tu as fait et le partage. Ouais. Ouais, du coup, j'ai créé un blog, là, il y a quelques mois. Ça s'appelle Ose voyager seul. Et du coup, voilà, c'est un blog où il y a mes retours d'expérience sur mes sur les différents aspects du voyage que j'ai vécu. Donc après, donc voilà, l'Amérique latine, j'en parle. J'ai également fait un PVT en Australie. Là, en ce moment, je suis expatriée à Londres. Je parle aussi de mes 2 mois aux États-Unis et puis de tout ce qui va arriver. Parce que 2021, je retourne sur la route. Et du coup, voilà, je pense qu'avec l'aide de mon retour d'expérience, je les aide, en fait, je les accompagne à oser aussi, elles, voyager seules, quoi. Génial. À trouver cette liberté et ce bien-être qu'offre le voyage, quoi. Ouais, donc les filles, je vous invite à aller voir son blog, il est super intéressant. Bon, on arrive à la fin du podcast, du coup, alors j'ai encore quelques questions à te poser. D'abord, la première que je vais te poser, c'est est-ce que tu as d'autres conseils? Bon, tu as déjà énormément partagé avec nous, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter et partager? Moi, je pense que c'est ce que j'ai essayé de transmettre tout au long du podcast, c'est vraiment d'y aller. Enfin, moi, ce que j'ai fait et ce qui m'a aidé, c'est d'y aller petit à petit, d'y aller pas à pas. En fait, au début, on est là, on a trop de questions et ça nous bloque, en fait. On est bloqué par toutes ces questions. Où est-ce que je vais dormir? Est-ce qu'il y a des visas? Il y a trop de choses. Et en fait, je pense qu'il y a petit à petit dans ces préparations. Je pense que se tester, c'est important. Partir 2 jours en week-end à côté de chez soi, se prendre un bel hôtel. Enfin, peu importe ce que tu aimes faire, mais un truc où tu es tout seul. Je pense qu'il faut se tester, faire tout petit à petit. Se donner un peu pas des objectifs. J'aime pas dire ça parce que préparer un voyage, c'est aussi hyper stimulant, franchement, t'es motivé, t'as une énergie et tout, donc c'est super agréable. Mais se dire, voilà, y aller petit à petit, quoi. Prendre des informations à droite, à gauche. Il y a plein de sites internet aujourd'hui qui sont très bien faits, des blogs magnifiques. Aujourd'hui, l'information, elle est facile à trouver, quoi. C'est clair. C'était pas le cas autant bien avant où il y avait que le guide du retard et encore. Et là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des informations directes sur son téléphone, quoi.
Donc voilà, d'y aller petit à petit. Et il y a un truc, vraiment, c'est d'imaginer qu'est-ce qui peut t'arriver de pire, en fait. De dire, ok, je pars, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Moi, le matin, quand je suis partie du Mans pour aller à Orléans, je me suis dit, le pire qui peut m'arriver, c'est ce soir, je rentre chez moi, quoi. Et tu vois, et du coup, à chaque fois, je creusais, mais c'est pas grave si le soir je rentre chez moi, tant pis, au moins j'aurais essayé, j'aurais tenté, j'aurais dépassé, je serais sortie de ma zone de confort, j'aurais essayé quelque chose de nouveau. Et à chaque fois, de creuser, de dire, mais qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Et au final, je me rends compte que, mais même si t'arrive quelque chose, mais c'est pas grave, tu fais chemin arrière et c'est pas grave, c'est la vie, au moins t'as tenté, quoi. C'est clair. Moi, je pense que justement, ce qui peut arriver de pire, c'est de pas tenter et de vivre avec cette question. Et si j'avais fait ça? Donc, Exact. De dire, tu sens qu'il y a un truc au fond de toi qui te pousse, et puis de pas essayer, mais en plus, ça va te bouffer la vie, en fait, quoi. Parce qu'à l'intérieur, tu sens que c'est tellement profond et c'est un appel, quoi. Tu dis, mais non, faut y aller, quoi. Faut se tester, et puis, si tu y arrives, si c'est pas fait pour toi, mais c'est pas grave, mais au moins tu le sais. Ouais, c'est clair. C'est pas fait pour toi, et tant pis, tu vois, tu partiras en vacances avec tes copains, ou peu importe. Et c'est vrai de tester, sortir de sa zone de confort, en fait, ça t'offre, mais des possibilités immenses dans ta vie, en fait. Je trouve que quand tu voyages, déjà, tu vis pleinement, tu vis l'instant présent, et ça, c'est beau. Et tu as l'impression que tout est possible. Tout ce que tu entreprends, c'est comme si, c'est marrant, mais pourtant, je suis pas du tout spirituelle, je suis pas croyante et tout. Mais je sais pas, tu as envie de quelque chose, et ça t'arrive, en fait. Je sais pas. Tout s'organise de la façon que tout se passe bien, en fait. C'est impressionnant, quoi. Ouais, et puis en plus, l'avantage du solo, du coup, c'est que tu réponds à tes envies à toi-même. T'es pas obligé de demander l'autorisation à quelqu'un. Mais moi, toi, si vraiment, quand je réfléchis à tout ça, ce qui s'est passé en 2014, j'ai visité New York avec des amis, avec ma meilleure amie et son conjoint. Et moi, New York, c'était un rêve, tu vois, vraiment, New York, j'adore. Et moi, je me voyais siffler un taxi dans la rue, boire un cosmopolitain dans un bar à cocktail. Vraiment, j'avais une image. Et eux, on n'avait pas la même façon de voyager. Et du coup, je me suis dit, mais putain, pardon, mais si j'étais toute seule, mais je serais en train de m'éclater dans mon rêve, quoi. Tu vois, je serais vraiment... ça aurait été encore mieux, quoi. Ça a été très bien, mais j'ai kiffé New York. Et c'est pour ça que j'y suis retournée là, il y a un an en arrière, parce que j'avais envie de vivre ça, ce que j'avais pas pu vivre avec eux. Et au moins, quand t'es seule, mais punaise, tu fais ce que tu veux. Tu peux aller le boire ton cocktail. Exactement, quoi. Et ça, c'est une liberté énorme, quoi. Moi, à New York, j'avais voulu aller courir à Central Park. Ah ouais, c'est... Ouais. Et j'étais allée avec ma cousine au mois de février et il faisait moins 25 degrés. Et mais tu sais qu'on l'a fait, on a couru 5 km. Et finalement, c'était pas si désagréable que ça. Il y avait un ciel bleu magnifique. Et tu te couvres bien. Et on a fait notre petit footing à Central Park, c'était génial. Mais ouais, j'imagine, ouais. En plus, vous ne deviez pas être les seuls à courir, j'imagine. Ah non, Central Park, le nombre de coureurs qu'il y a, c'est impressionnant. C'est ça, ouais, non, c'était vraiment super bien. Donc si la fameuse question que je pose à la fin de chaque podcast, c'est si la Mélanie d'aujourd'hui, elle rencontrait cette Mélanie qui était dans son CDI chez Total, quand elle commençait à se poser ces questions, qu'est-ce que tu lui dirais? Keep going, quoi. Continue. Vas-y, fonce. Vraiment, fonce, quoi. No regret. Non. Non. Non, carrément pas. C'est fonce. Continue. Suis ton instinct. Suis ce que tu as envie de faire. Suis ce qui est au fond de toi. Vas-y, parce qu'à la fin, c'est que du bonheur, quoi. Super. Donc, ouais, c'est ce que je lui dirais. Et est-ce que tu aimerais conclure avec ta citation ou ta chanson préférée? J'ai une belle citation. Qu'on lit rarement parce que je pense qu'elle est trop nouvelle et ça vient d'un film, en fait. Ça vient du film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, qui est un film qu'en plus que j'adore, que je recommande à tout le monde. Et à un moment, il y a un des personnages qui pose la question être libre, c'est être seul. Et ouais, en fait, moi je réponds oui carrément, quoi. Oh wow, c'est beau. Je trouve ça beau, quoi. Être libre, c'est être seul et ouais, en fait, je pense que il y a une liberté dans le fait d'être seul, quoi. Génial. Et si je peux me permettre, je voulais citer autre chose. Si c'est une chanson
d'un artiste que j'adore qui s'appelle Damien 16. La chanson, c'est À bout de souffle. Et la citation, c'est définir les possibles pour défier l'impossible. Et ça, je trouve que ça, voilà, ça me définit bien aussi, quoi. Magnifique. Ouais. Bah écoute, moi en tout cas, je sais pas pour vous les filles, mais moi elle m'a vraiment donné envie de partir en solo. En Donc solo. c'est génial. Merci beaucoup d'avoir. Merci Bah non, merci à toi. Franchement, ça m'a fait super plaisir de partager ce moment-là. Ouais, J'espère que ça aidera un peu tes auditrices à faire le point et puis bah y aller, quoi, à oser voyager. ouais. Et Ça- puis peut-être s'il y a des entourages qui écoutent, de voir qu'il y a un peu de positivité aussi dans les voyages en solo, c'est pas que du négatif et c'est pas que des mauvaises expériences. Super, et ben merci beaucoup et à très bientôt. Salut les filles. Bientôt. Au revoir. Et voilà, merci de ton écoute. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites à ton tour venir en aide à d'autres femmes. À très bientôt j'espère. Cheers!